Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Salut à tous les petits bouseux, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne et du Warhammer bien de chez nous, pour un nouvel épisode de la rubrique « C'est notre projet !» Des projets, il y en a beaucoup, on en fait peu, mais voilà, on est dans la rubrique du fantasme. Pour ce nouvel épisode, eh bien, une fois de plus, vous allez me dire, nous allons parler Space Marine. Qui puis-je si c'est la faction la plus stylée de tous les temps? Il faut bien que je finisse par la couvrir en intégralité, notamment bien sûr ces chapitres de la première fondation qui sont tous plus iconiques les uns que les autres, et ce sera désormais au tour de nos braves Salamanders, donc les Salamanders, les fils de Nocturne, pour une petite liste, un petit projet articulé autour du détachement Firestorm Assault Force. Voilà, un détachement tout à fait stylé. Donc, même méthode que précédemment, on va parler de lore tout d'abord, sauf qu'ici, je vais vous présenter la liste avant de parler des règles. Je me suis dit, bon, ce serait peut-être plus pertinent d'aborder des règles suite à la rencontre avec la liste. Comme ça me permettra de vous expliquer ce que ça fera très très concrètement sur un champ de bataille. Donc les Salamanders, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça fait partie donc des chapitres de la première fondation, donc qui ont vraiment une histoire au long cours, hein. Ça couvre 10 000 ans, sans compter naturellement la Grande Croisade. Et les Salamanders, eh bien, cochent absolument toutes les cases d'un lore très développé, très touffu, très très riche. Donc les Salamanders, vis-à-vis de l'Imperium, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, peut-être, parmi les chapitres de la première fondation, le plus grand parangon d'humanité, de vertu, de respect, de défense de l'humanité. Ils ont, contrairement à beaucoup de leurs collègues, la vie humaine quelque part soudée au corps. Et on voit les Salamanders, finalement, lors d'une mission, ils feront toujours primer la défense de l'humanité face à toutes leurs obligations. Ils sont comme ça, ils vivent même en compagnie des humains, hein, sur leur monde chapitral, donc nocturne, dont nous reparlerons. Ils vivent véritablement en communauté avec les humains, donc dans des rapports très différents, qu'ils soient l'artisanat, car on parle ici d'un peuple d'artisans, dans les travaux et même finalement dans la guerre, quoi. On voit rarement les Salamanders agir tout seuls, de leur propre chef. Ils sont très très souvent accompagnés sur les théâtres d'opération d'un petit bataillon de garde impériale. Quelque part, les Salamanders ont cette image de gentils. Ils sont gentils, ils sont sympas, et ce sont vraiment des parangons de vertu. Et donc, pour mieux quelque part comprendre l'esprit des Salamanders, eh bien, on ne peut que aborder la vie de Vulcan. Vulcan? Oh, je sais pas. On va dire Vulcan, les gars. We are in France, we speak French, comme disait Sébastien Chabal. Donc Vulcan, eh bien, parmi tous les primarques, c'est sans doute le plus gentil. C'est simple, il n'a jamais fait chier personne. Il n'est jamais rentré en conflit ouvert avec personne. Et ce statut, en fait, fait de lui, quelque part, la bonne poire de la troupe. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu un plan galère, c'était souvent pour sa pomme. Donc d'aucuns diront qu'il a un peu eu une vie de merde. Je ne saurais qu'abonder dans ce sens. Il lui arrivait bien des malheurs à Vulcan. Cependant, il y a quand même des arguments ailleurs. Et parmi tous les primarques, eh bien, Vulcan dispose de la meilleure armure. C'est la meilleure armure de tout l'Imperium, de tous les primarques. Bref, le mec est une forteresse vivante. On parle ici d'une armure qui regroupe vraiment le top du savoir-faire. C'est l'Everest de l'artisanat, évidemment, hein, à l'image de son chapitre. Il a la meilleure armure, et en plus de ça, c'est également le plus fort. Si on parle de force brute, Vulcan dérouille absolument
tout le monde. Le mec pulvérise un Land Raider à coups de poing. Vulcan, voilà, c'est la meilleure armure et la plus grande force. Et donc, si on fait un peu la rétrospective de l'existence de Vulcan, il a été trouvé sur Nocturne. Donc, Nocturne, c'est un monde qui l'est bien. On n'atteint pas, si vous voulez, la même agressivité naturelle qu'un monde comme Fenris, par exemple. Mais on reste sur une planète où ça rigole zéro. C'est un monde complètement volcanique, très majoritairement privé de lumière, et le peuple de Nocturne, eh bien, vit à la dure et n'a pour seule ressource, eh bien, que cette roche, que cette lave, et de tout ça. Donc, il y a du minerai, hein, de quoi faire du métal et tout. Donc, on parle d'un peuple de forgerons, d'artisans qui ont la peau dure, qui ont la peau sombre, qui sont complètement dans des difficultés de vie très quotidiennes, mais qui cependant ont su tirer parti de ces conditions difficiles. Donc l'ami Vulcan, il sera trouvé par, eh bien justement, un forgeron, un grand-père forgeron tout à fait stylé, qui va donc l'élever comme son propre fils, et donc Vulcan va vite apprendre, d'une part, l'amour de l'artisanat qui est cultivé sur Nocturne, et d'autre part, eh bien, va se conformer à la réalité naturelle de ce monde pour devenir un petit mec tout à fait volcanique. Donc, petit élevage de forgerons et première confrontation à l'agressivité Xénos, car Nocturne est souvent la cible de pirates, et notamment de pirates Eldar, donc Drukhari, et eh bien, Vulcan va faire ses premières armes face à ça. Son premier duel face à un guerrier tout à fait sérieux, il le livrera contre une succube, et d'entrée de jeu, il va vivre dans le mépris de cette race Xéno qui, bien plus tard, deviendra quelque part la némésis du chapitre. Les Salamanders ont une histoire au long cours face aux Drukhari, et nous verrons qu'ils ont même mis le pied sur Comorak. Donc, voilà, le petit Vulcan vit sa vie sur Nocturne, et sa rencontre avec l'Empereur fait partie de ces rencontres un peu rigolotes, à l'image un peu de la rencontre avec Lemon Russ. L'Empereur va se présenter à Vulcan sous la forme d'un inconnu. Donc, usant de ses capacités psychiques, il se fait passer pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a une taille normale, hein, et eh bien, cet inconnu va lancer un défi à Vulcan. Donc, sur Nocturne, on parle d'une longue tradition, quelque part, de défis, d'actes guerriers. Eh bien, Vulcan va lancer un défi à cet inconnu. Le but du jeu va être de rapporter la plus grande salamandre possible, naturellement tuée. Donc au cours de ce défi, eh bien, c'est l'empereur qui va prendre les devants. Vulcan, quant à lui, eh bien, trouve une bête encore plus énorme, mais cependant se met également en danger car il finit au bord d'un gouffre de lave avec son énorme animal sur le dos, et l'empereur, face à ça, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vient le sauver. Donc l'empereur abandonne sa propre bestiole pour venir en aide à Vulcan. Ce dernier, face quelque part à la bonté de cet inconnu, lui accorde la victoire. Donc un geste tout à fait noble. L'empereur naturellement en prend acte et se dévoile enfin sous sa vraie forme. Alors Vulcan naturellement, suite à ça, lui prête allégeance quelque part en lui accordant la victoire, c'était déjà acté. Et mais voilà, tout est prêt désormais pour la grande croisade. Donc scénario assez similaire à tous les autres chapitres, hein, quelque part, Vulcan se livre à la Grande Croisade, il rencontre ses fils génétiques, il fait de Nocturne son monde chapitral, donc dans lequel seront élevés les futurs recrues, liant quelque part à ses fils génétiques tout le capital culturel, artisanal, traditionnel du monde de Nocturne. Donc suite à ça, les choses sont formées. Ce chapitre est sous le signe de l'artisanat, la force brute, la bonté d'âme, etc. Quelque part à l'image du Primarque lui-même. Donc la Grande Croisade se passe assez de commentaires tant les Salamanders se montreront absolument irréprochables. Donc naturellement, dans ces premiers conflits, ils vont révéler quelque part leur appétence guerrière. Donc là, on parle surtout de tirs à courte portée, naturellement en faisant preuve d'un tempérament assez volcanique via l'usage d'armes à flammes, d'armes à fusion. Donc voilà, quelque part, tout est cohérent. Et donc les Salamanders vont remporter de nombreuses victoires. Ils ne feront pas face à d'énormes difficultés, néanmoins, jusqu'à l'hérésie.
car lors de cette hérésie, cette légion irréprochable va être complètement sacrifiée. Donc en compagnie de la Raven Guard et des Iron Hands, c'est une légion qui va devenir une légion brisée lors de la catastrophe d'Isvan-5. Donc je ne vais pas refaire le scénario, vous connaissez cette histoire. Les Salamanders sont privés de plus de 80% de leur effectif, rejoignant les rangs des légions brisées qui vont bien avoir du mal à survivre au reste des conflits de l'hérésie d'Horus avec un capital extrêmement diminué. Cependant, lors de cette catastrophe d'Isvan-5, eh bien, on a un primarque qui est tué, donc ce Ferus Manus, et Vulcan, quant à lui, va être capturé par Conrad Kurz. Et alors, cette histoire, donc l'histoire de Vulcan sur le vaisseau amiral de Conrad Kurz, c'est absolument digne des récits les plus sadiques du Marquis de Sade, car on fait face à un véritable feuilleton de la torture, une torture absolument infinie. Donc ça, je vous laisse découvrir par vous-même si vous ne connaissez pas cette histoire. Mais Conrad Kurz, donc qui a déjà depuis longtemps complètement vrillé, hein, il est en train de perdre quelque part sa santé mentale, il va faire endurer à Vulcan mais une série de sévices absolument ignobles, le malmenant lui-même, hein, avec des tortures véritablement horribles, mais également le confrontant à ses pire cauchemar, parce qu'en face de lui, il va voir de l'humain mourir par centaines dans une violence, dans un sadisme absolument terrifiant. Et c'est lors de cette infinie séance de torture que Vulcan va découvrir son propre pouvoir. Son pouvoir, qui va lui être révélé par Conrad Kurz lui-même, qui au bout d'un moment, si tu veux, dans cet épisode, on perd un peu la notion du temps. On ne sait pas véritablement combien de temps dure cette torture à répétition, et au fil quelque part des récits, on se dit mais putain, quoi, il meurt pas, quoi, parce que voilà, il subit des trucs absolument infâmes, des seuils de douleur auxquels nul ne peut se confronter. Au bout d'un moment, on se dit merde, il meurt pas. Et Conrad Kurz lui dit, mec, en fait, tu meurs pas. Ça fait des années que je te tue tous les jours. Tu reviens, tu te reformes. Eh bien oui, Vulcan est un perpétuel. Donc, à l'image de l'empereur lui-même ou de son acolyte Malcador le Sigillite, Vulcan fait partie de cette très rare race humaine qui a précédé l'humain lui-même quelque part, les perpétuels. Il est tout simplement immortel, il revient. Peu importe ce qui lui arrive, il revient. Donc Vulcan, lui, il accueille la chose avec avec la plus grande tristesse, parce que il se dit ah ok, en fait c'est une malédiction que je subis. Je ne peux pas mourir, je ne peux pas me soustraire à ce que me fait endurer l'autre fils de pute. Voilà, je suis foutu en vrai, quoi. Je suis foutu. Donc il n'accepte pas ça sous le plus beau jour, hein. Là, du moins dans ce premier temps, la découverte de ce pouvoir se fait dans la douleur. Néanmoins, il va finir par duper son geôlier. Il va finir par pouvoir s'échapper. En récupérant son marteau, en trompant Conrad Kurz, il parvient à se téléporter et donc à retourner sur Nocturne. Lors de cette révélation, il choisit même de ne pas tuer Conrad Kurz. Voilà. Vulcan, éternel gentil, juge que son état pitoyable à Conrad Kurz se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de le châtier davantage. Donc il choisit d'épargner Conrad Kurz. Objectivement, il aurait dû le buter, hein, parce qu'après, il faut encore bien le dawa, hein, le pépère Kurz. Il aurait peut-être dû le buter quand même, Vulcan. Merde, ça fait des années qu'il te torture. Qu'est-ce qu'il te fout de plus? Il a tué tes fils. Voilà, il a fait des horreurs. Bref, il choisit néanmoins de l'épargner et parvient avec un petit bouton situé sur son marteau magique, enfin magique entre guillemets, il arrive à se retéléporter sur Nocturne, où du coup ses propres fils découvrent également l'existence de ce pouvoir d'immortalité. Et une fois de retour sur Nocturne, donc naturellement au fait des dernières nouvelles de l'hérésie, Vulcan sera tout désigné pour s'occuper de la protection de l'empereur lui-même. Donc durant toute l'hérésie d'Horus, Vulcan va être assigné à la salle du trône. Il va veiller sur son père qui n'a pas d'autre choix que d'être vissé à ce trône
pour protéger Terra des failles au warp que Magnus a créées. Certains diront par erreur, d'autres diront par ignorance. Magnus n'a rien fait. Ouais, on a entendu parler de cette théorie. Mais bref, Vulcan, eh bien, visse son cul dans la salle du trône. Il reste là. Il est le garde du corps de l'empereur. Et d'aucuns diront, oh merde, putain, tu serais peut-être plus utile sur le front. Mais à vrai dire, pas vraiment, parce que cette salle du trône, elle va être particulièrement malmenée, notamment via une incursion de Magnus le Rouge lui-même, venu eh bien, en mode infiltration récupérer les fragments manquants de son âme, et naturellement ça va se finir en duel. Donc un duel en deux temps, un premier duel dans la salle du trône, donc au cours duquel eh bien, l'empereur va proposer à Magnus de se réhabiliter quelque part. Cependant, cette réhabilitation doit se faire à un prix, et ce prix, ce sera le sacrifice de sa légion entière qui est trop corrompue. On a déjà parlé de cet épisode, ça s'appelle La Furie de Magnus, c'est un excellent roman du siège de Terra, et un événement assez tragique en vérité. Et deuxième acte de ce duel, cette fois, il va se dérouler dans la toile. Donc Vulcan versus Magnus dans la toile. Naturellement, il y a assez no match, malgré sa force absolument herculéenne, Vulcan ne peut venir face à, quelque part, un Magnus complètement transcendé par sa affiliation avec Tzeentch. Il n'arrive pas à en venir à bout, et cependant, il ne meurt pas. Et Magnus, à son tour, découvre l'immortalité de ce Primarque qui, eh bien, va finir par remporter la victoire. Alors naturellement, son corps est détruit, il n'a plus que la peau sur les os, et quelque part, suite à ce duel, sa mission, c'est de retourner dans la salle du trône d'or pour continuer son devoir. Et là, voilà, encore un truc de bonne poire, encore un truc de gentil. Vulcan, pour retourner vers la salle du trône d'or, alors qu'il est dans la toile. La toile est un lieu où le temps n'est pas une donnée temporelle fiable. Vulcan va zoner plus d'un siècle dans la toile avant de retrouver son chemin. Et là, c'est assez cruel parce que quand il se repointe dans la salle du trône, si vous voulez, c'est l'heure pour l'empereur de partir sur la barge de bataille de Horus. Et donc, tout le monde est en mode « Ah, salut Vulcan, ça va? Comment tu vas ?» Long time no see, bro. Si tu veux, le gars, ça fait plus de 100 ans qu'il retrouve son chemin et ses potes l'accueillent comme en mode « Ah, tiens, salut, ça va ?» Bref, ça dans le siège de Terra, ça m'avait particulièrement marqué. Et ben là, quelque part, rebelote, c'est que plutôt que de partir avec ses potes combattre Horus, l'empereur lui demande cette fois de veiller sur Malcador le Sigillite. Donc rebelote, on refait le piqué dans la salle du trône. Je pense que Vulcan, après un siècle d'errance, ça lui aurait peut-être fait du bien de dérouiller quelques démons dans l'espace. Mais bref, Vulcan, fidèle à lui-même, toujours les plans foireux, toujours le rôle de merde. Eh bien voilà, cette fois, il va veiller sur Malcador le Sigillite. Et donc cette veillée, c'est au cours de cette veillée que va se faire le premier protocole Psyker, c'est-à-dire on va faire un gigantesque barbecue pour alimenter le trône d'or et laisser davantage de temps à Malcador de repousser les démons pendant que l'empereur part faire le zouave chez Horus. Donc c'est la première fois que ce protocole est mis en place et c'est à Vulcan qu'il incombe de prendre cette décision. Et donc et voilà, il va être responsable de la mort de plus d'1 millier d'âmes pour alimenter le trône d'or et veiller à son bon fonctionnement. Et donc ça lui fait très mal à l'âme, Vulcan, et il est bien loin de se douter que cette espèce de génocide de Psyker, désormais, parce que l'empereur va retourner sur le trône, désormais il deviendra un exercice quotidien. Donc l'hérésie se termine, l'empereur revient sur son trône en plutôt mauvais état, et Vulcan, doit rebâtir sa légion pour continuer la guerre, pour continuer de poursuivre les hérétiques jusqu'aux confins de l'œil de la terreur. Et donc, on passe nécessairement pour une légion brisée à un exercice de restructuration. Et les Salamanders vont être quelque part l'exception. C'est-à-dire que Roboute Guilliman met en place le Codex Astartes et Vulcan, sur simple demande, parvient quelque part à s'épargner les obligations de ce codex. Parce que la construction d'un chapitre Salamanders est tout à fait
non conventionnel par rapport aux autres. Il se structure en 7 loges différentes. Donc cette structure spéciale et le fait que cette légion reparte d'un effectif complètement minimal, lui empêchant même de bâtir plusieurs compagnies de combat pour arriver aux effectifs standards d'un chapitre de 1000 hommes. Il n'a même pas pour l'instant le bagage nécessaire pour mettre ça en place et d'un commun accord avec Roboute et Guilliman, il se dispense de l'usage du codex Astartes. Et donc, je ne pense pas dire de conneries que parmi les chapitres de la première fondation, donc côté loyaliste, c'est le seul chapitre qui s'affranchisse totalement du codex Astartes. Certains y font quelques entorses, d'autres l'envoient complètement chier, donc par exemple comme les Black Templars, mais là, de manière tout à fait officielle, en accord même avec son créateur, le Salamanders échappe à tout ça. Donc, on rebâtit la Légion, cette fois plutôt le chapitre. Le chapitre finit quand même par re-exister à son effectif maximal. Quelques théâtres d'opération face aux hérétiques fuyants. Et on arrive tout simplement à la disparition de Vulcan. Donc, Vulcan redisparaît et confie quelque part une mission à ses fils. C'est tout simplement une espèce de legs de différentes reliques qu'il va falloir trouver et assembler. Donc Vulcan confie une espèce de jeu de piste à ses fils avant de disparaître. Et bien la question c'est où est-ce qu'il est Vulcan? Où est-ce qu'il se cache? Il y a plusieurs théories à ce sujet. Je vous laisse les découvrir par vous-même. Mais du coup, cette chasse à la relique, lorsqu'on joue Salamanders, ça peut devenir un élément de gameplay qu'on va pouvoir intégrer. Donc que ce soit dans des campagnes ou que ce soit même au sein des propres règles du supplément Space Marine, vous allez retrouver quelque part cette appétence à vouloir fouiller le champ de bataille pour y trouver quelque chose de précieux. Donc la mission des Salamanders, en attendant le retour de leur père génétique, elle va être celle-là. Et c'est tout à fait sympa de pouvoir incarner cet état de fait dans votre jeu. Donc on peut très bien, quand on joue Salamanders, bâtir des campagnes entières qui visent un petit peu à recréer ce sentiment de quête d'un objet. Donc les Salamanders sur une table, ça nous donne quoi? En termes de doctrine de combat et de gameplay, ça va nous donner du feu, de la fusion, de l'artisanat et des peaux de dragon. Donc voilà, les Salamanders s'incarnent particulièrement dans tout ça. On est sur un chapitre volcanique, on est sur un chapitre extrêmement ouvragé. Donc là, en termes de modélisme, ça va être le moment de sortir quelque part les objets d'art, dès qu'on va parler d'armement. Les Salamanders, c'est tout ça à la fois. Et donc, j'en reviens au premier constat, c'est également un parangon de vertu, de bonté, de défense de la vie humaine. Côté modélisme, ça nous donne quoi? Chapitre d'artisan oblige, un peu à l'image quelque part des Blood Angels, c'est évident. On va parler d'un chapitre qui va demander une accessoirisation maximale, du moins dès lors que vous souhaitiez quelque chose le plus stylé possible. Dans les derniers codex un peu Space Marine, les Salamanders, on les voit sous quelle forme? On les voit sous la forme d'intercessors, donc de châssis intercessors, peint en vert. Naturellement, nous, on va vouloir beaucoup plus que ça. On va vouloir de l'accessoirisation maximale et donc majoritairement du Beats 3D. Donc pour du Beats 3D Salamanders, honnêtement, vous avez l'embarras du choix. Là, de mémoire, je peux vous citer par exemple Spellcrow comme fabricant de Beats Salamanders. On en trouve pas mal également chez Liber Daemonica. On en trouve également de manière plus générique chez Pop Ghost de Monkey. Et un simple coup d'œil à des sites un peu annuaires de fichiers STL comme Cults 3D ou My Mini Factory. Vous tapez Salamander 3D Beats, vous allez en trouver plein. Donc là, majoritairement, des épaulettes. On va trouver également des marteaux ou des gantelets énergétiques
qui vont être un peu relookés façon nocturne, donc façon un peu incendiaire et volcanique. Également, vous allez vouloir des socles de lave, hein, donc là, idem, il y a pas mal de fabricants 3D qui fabriquent des socles lave, eh bien, prêts à l'emploi, bien que vous pouviez les fabriquer vous-même. Mais bon, on parle d'un projet Space Marine. Généralement, un projet Space Marine, on a envie de le faire quand même de manière efficace, parce qu'il existe tout simplement des méthodes de peinture assez rapides pour en faire. Et donc, pour plus d'efficacité, naturellement, des bits 3D imprimés, c'est quand même quelque chose de très pratique. Côté accessoirisation, un élément assez sympa à apporter, ça va être également les peaux de salamandre, donc ces reptiles géants qui fourmillent sur le monde de Nocturne, que ces fiers guerriers vont s'amuser à provoquer en duel, hein. Donc, les mecs, faut quand même s'imaginer qu'ils provoquent en duel des dinosaures alors qu'ils sont armés d'un marteau géant, hein. Bon, si tu veux, voilà, le Salamanders, il est comme ça. Mais donc, ces peaux de salamandre, là, on est quand même sur quelque chose de plus technique. Vous allez en trouver des toutes faites, par exemple des capes ou des tablards, hein, pour mettre en dessous de la ceinture, là, pour protéger ces coucougnettes, quoi de mieux qu'une peau de dinosaure. Mais si vous voulez jouer un peu les pimpers, donc là, on va faire appel carrément à un peu de sculpture. Vous pouvez très bien, par exemple, utiliser des petits rouleaux pour les rouler sur une pâte de green stuff pour ensuite les appliquer sur certaines portions de l'armure ou bien sur les tissus. Autre possibilité, par exemple, ça va être soit le free-end, soit les pochoirs pour habiller vos tissus. Donc je pense notamment à des kits comme les Blade Guard ou les Stain Guard qui ont des grands pans de tissu sur leur armure. Ici, l'usage par exemple de pochoirs en peau de salamandre peut être intéressant. Naturellement, c'est compliqué à poser, mais une fois que vous avez mis votre petit sticker sur la cape, que vous avez bien masqué tout le reste, un petit coup d'aéro et vous avez un motif de salamandre sur vos tissus. Donc c'est quelque chose d'assez technique à apposer, hein, l'usage de pochoir, on va pas se mentir, c'est pas de la gnognotte, faut être extrêmement précis et il faut avoir un bon usage de l'aérographe également. Mais bref, cette option-là, des peaux de salamandre, elle est très cool aussi. Également, on va vouloir mettre un peu de feu. Du feu sur les pactages arrière, de feu sur les épaules. Donc ça, évidemment, on en trouve également en bits 3D, hein. Vous voyez ces petits bras zéro qu'on trouve également chez les Black Templars, par exemple. Des petits bras zéro à attacher un petit peu partout, sur les blindés, sur les réacteurs dorsaux. Voilà, c'est complètement pas logique d'avoir des mecs qui ont un petit feu sur leur dos, hein. Dès qu'ils courent, le truc il s'éteint, mais on s'en fout. On veut du stylé, on veut de la lave, on veut du feu, on veut des peaux de salamandre et on veut une accessoirisation maximale. Et en termes d'accessoirisation, l'usage des armes également, j'avais vu il y a pas longtemps, il y a des bolters vraiment typés Salamanders avec des bouches d'ouverture, enfin des canons de feu ornés, tu vois, d'une petite tête de salamandre, c'est tout à fait sympa. Bref, les Salamanders ne sont vraiment pas oubliés en termes de création 3D et de modélisme, et vous pouvez même évidemment piocher dans toute la gamme de l'Hérésidorus pour parfaire votre équipement. Donc côté modélisme, voilà, accessoirisation maximale. Là, on n'est pas sur un chapitre générique. Il faut vraiment l'habiller du mieux possible. Côté peinture, je ne vais pas me répéter outre mesure. C'est du Space Marine, donc naturellement, ça se prête très bien à un usage aérographique. Donc là, on trouve plusieurs méthodes. L'une des plus connues et surtout qui en fout plein la vue, c'est les méthodes qui sont défendues par El Miniaturista, hein, donc le fameux Juan Sanz. Un habillage Space Marine le plus vert possible, donc zénital de blanc, usage éventuellement d'une peinture à l'huile et application d'un contraste par transparence. Et il me semble qu'il existe une peinture contraste dédiée à l'usage Salamanders. Mais à vrai dire, peu importe quel que soit le vert que vous choisissiez. Donc il faut naturellement éviter le vert un peu gobelin et éviter également le vert un peu Dark Angel. Donc c'est-à-dire ni trop fantasy, ni trop terne. Là, ce qu'on veut en Salamander, c'est un vert qui tire quand même un peu sur le jaune. Un vert un peu reptilien. Donc là, pour faire vos courses, dans les couleurs
qu'elle soit Eldar ou Séraphon, vous trouverez forcément votre bonheur. Et moi, je recommande, du moins si vous pratiquez l'aérographe, d'avoir une peinture contraste sur un zénithal. C'est tout simplement le meilleur effet possible sur une armure Space Marine. Du côté des accessoires, eh bien, la peau écailleuse de vos salamandres ou même le visage même de vos fils de Nocturne, là, on va aller vers le bleu très sombre. Donc là, ce qui marche très bien, c'est base noire, ensuite Dark Reaper, Fenrisian Grey, pour avoir un rendu, parce que voilà, il faut pas que vous peigniez les visages de vos salamanders comme la compagnie créole, hein. On n'est pas sur un noir qui tend vers le brun, là on est vraiment sur un noir volcanique, donc roche volcanique froide. Faites-la froide de manière à ce que le reste de vos lumières, donc là je pense au feu, aux yeux pleins de lave, tu vois, les yeux brûlants, tout ça c'est important pour les contrastes. Donc une belle armure verte qui tire sur le jaune, le plus flashy possible, que vous pouvez également ombrer à l'encre violette, voire à l'encre bleue. Tout ça, ça marche très très bien pour faire des ombres sur des salamanders. Une peau d'un noir froid, donc des accessoires, donc Bolter et compagnie également, d'un noir le plus froid possible. Donc là, typiquement, un noir un petit peu éclairé au bleu. Tout ça va mettre d'autant plus aux valeurs vos OSL de feu, vos yeux brûlants. Et donc là, pour les OSL de feu, franchement, plein de méthodes existent. Il existe même des méthodes en brossage et également, eh bien, le petit socle volcanique. Honnêtement, on imagine mal une armée de salamanders sur autre chose, quoi. On a envie que ces mecs foulent clairement de la roche volcanique en train de s'éveiller. Je pense que c'est le meilleur accord possible. Donc le socle lave, alors là, quel classique, enfin voilà, quel plus grand classique parmi les classiques que ce socle lave. C'est simple, vous tapez socle lave dans YouTube, vous aurez 1200 façons de les faire. Donc à l'aéro, au brossage, avec de la peinture fluo, enfin bref, il y a une panoplie incroyable de techniques pour faire du socle lave. Néanmoins, la plus impressionnante, à mon sens, demeure celle qui se fait avec des peintures fluo, hein. C'est vraiment l'impact visuel le plus terrible, il vient sûrement de là. Et pour le reste, c'est également des techniques qui sont conjointement, systématiquement même, utilisées avec du brossage à sec. Et souvent, on va finir par brosser au noir les environs de notre source de lumière de lave pour mieux la mettre en valeur. Donc là, je vous laisse choisir. Honnêtement, pour faire du socle lave, il existe des techniques pour tous les niveaux. Mais bref, côté modélisme et peinture, j'ai envie de dire les salamanders, c'est peut-être parmi les plus kiffants. Moi, j'aime bien les chapitres Space Marine qui ont beaucoup d'ornements. Eh bien, les salamanders, à l'image des Blood Angels ou des Black Templars, par exemple, font figure de proue. Quelque part, ce sont un peu les kings de l'accessoirisation et de l'artisanat. Néanmoins, il existe quand même des méthodes de peinture assez accessibles pour y parvenir. Donc voilà, Salamanders, projet tout à fait stylé en termes de modélisme et de peinture. Parlons maintenant un petit peu de la liste. Donc voilà, pour cette fois, on change. Je vous présente la liste et ensuite, on va causer un peu des règles. Comme ça, vous verrez bien, ok, cette liste, de quoi elle est capable et avec quelles règles. Alors, pour cette liste, je joue un peu les métagogoles. C'est-à-dire que c'est une liste extrêmement puissante. Vous allez le voir, néanmoins, ça n'en fait pas une armée forte pour autant, car elle va avoir des gros défauts qu'il va falloir assumer. Cette liste Salamanders, je l'ai articulée autour de la 3e compagnie. Il faut savoir que la 3e compagnie, au sein des Salamanders, fait un peu figure d'exception, car elle est extrêmement agressive et elle a même commis dans son histoire quelques débordements. Donc, quelque part, c'est intéressant, voilà, de construire une liste qui aille un petit peu à l'encontre de ce côté, voilà, très vertueux, très sympa, très gentil, très défenseur de l'humanité côté Salamanders. Et donc, cette liste, elle a été pensée comme quelque part la garde d'honneur de son capitaine. Et son capitaine, voilà, on va quand même se faire plaisir avec une belle figurine Primaris Salamanders, et à vrai dire, c'est la seule, c'est Adrax Agathon. Donc le
capitaine de la 3e compagnie. Donc figurine tout à fait stylée, elle est même en fait une excellente source d'inspiration sur voilà comment vous pourriez donner vie à vos salamanders. Eh bien, regardez tout simplement la figurine d'Adrax Agathon. C'est simple, tout y est. Il y a le marteau d'artisan, il y a le pistolet lance-flamme, il y a vraiment tout l'ornement nécessaire. Donc ça peut être une bonne base d'inspiration pour construire le reste de votre armée. Et donc Adrax Agathon, en termes de règles, il nous fait quoi? Eh bien, tout simplement, à chaque fois qu'il lead une unité, cette unité va reroll son jet de bless. C'est extrêmement balèze, parce on connaît tous la règle de base de tout Space Marine. Ça va être le serment de l'instant, donc reroll touche. Et bien, avec ce petit Adrax, vous allez également reroll les bless, faisant finalement de n'importe quelle unité quelque chose de redoutable. Autre règle, à chaque fois qu'il y a un ennemi à portée d'engagement de ce petit mec, vous allez diviser son contrôle d'objectif par 2. Donc là, ça en fait un excellent preneur d'objectifs. C'est absolument tout ce qu'on veut. Ce petit Adrax, eh bien, il va mener une unité qu'on voit assez peu en ce moment dans le jeu. Ça va être une grosse unité de Blade Guard. Les unités de Blade Guard, on les croise assez rarement, on va pas se mentir. Ils coûtent assez cher en points et ça va être un gros défaut de cette liste, c'est que tout coûte cher en points, mais néanmoins cette escouade donc de 6 Blade Guards, elle va être donc sous le lead de son capitaine, eh bien elle va reroll les blesses. Donc les Blade Guards, on leur reproche assez souvent une force de frappe assez moindre, ils ont des épées qui cognent à force 5, PA-2, dégâts 2 néanmoins, ça reste quand même du sérieux. Eh bien cette escouade de Blade Guard, sous serment et avec Adrax, croyez-moi qu'elle va envoyer la purée. Une reroll bless sur cette unité, c'est absolument précieux et votre adversaire va arrêter de les regarder de travers. Autre petite règle native des Blade Guard, c'est que lors de la phase de mêlée, vous allez pouvoir choisir 2 types de reroll. Soit une reroll des hits de 1, soit une reroll des saves invulnérables de 1. Donc là, voilà, offensif ou défensif. Néanmoins, nous allons le voir, cette escouade de Blade Guard, elle va être très souvent sous serment de l'instant, faisant de la reroll des 1 quelque chose de caduque. Donc à la place, vous choisirez la reroll des 1 à la sauvegarde. Et par exemple, si vous vous faites taper dessus à dégâts 2 ou dégâts 3, vous serez très heureux de réussir une petite save ratée. Donc une grosse escouade de Blade Guard menée par Adrax et on va pousser le bouchon. C'est qu'on va rajouter une autre figurine qu'on ne voit jamais. C'est le Blade Guard ancien, le porte-bannière Blade Guard. Alors cette figurine, bon voilà, elle coûte pas cher du tout en points, elle est très stylée, c'est exactement pour ça que je la mets dedans. Voilà, c'est une escouade quand même de garde d'honneur du capitaine, faut quand même que ça en jette. Donc un petit porte-bannière, ça me semble tout à fait être de bon ton. Ce modèle, lorsqu'il lead une unité, vous allez ajouter 1 à la caractéristique de contrôle d'objectif de cette unité. Donc voilà, ça en fait une unité avec beaucoup d'OC, parce qu'on rajoute 1 à chaque modèle de l'unité. Donc là, si je fais l'effectif total, on a 6 Blade Guards, le capitaine et l'ancien, on a 8 Gugus, vous allez vous rajouter 8 d'OC. Et on rappelle que le capitaine, il divise par 2 l'OC adverse. Donc on est vraiment sur une unité qui rigole 0 en termes de capture d'objectifs. Ce sera son premier rôle, à vrai dire, en termes de stratégie au sein de cette liste. Et autre petite capacité qui est très sympa, c'est Deeds of Heroism. Une fois par bataille, à chaque fois que vous allez taper, vous allez rajouter une attaque à tous les membres de l'unité. Donc, une fois par partie, vos Blade Guards, ils vont devenir assez affreux parce qu'ils vont vraiment vous délivrer une tempête d'attaques. Naturellement, un Blade Guard, ça a 4 attaques. Et bien là, vous allez passer à 5. Et donc, 6 Blade Guard, 5 attaques, ça fait 30 attaques sans compter celle du capitaine.
Bref, une fois par partie, les mecs, ils vont déconner 0 avec la reroll touche éventuellement si elle est sous serment, la reroll bless donnée par le capitaine. Et d'ailleurs, ce capitaine, eh bien, en termes de patate, il a quand même 5 attaques de force 10, dégâts 3. Donc il tape assez peu, mais bon, enfin, putain, s'il est sous serment et tout, des attaques de force 10, quand même, ça rigole pas trop, hein. Donc cette unité, elle est quand même assez redoutable. Donc ça coûte une couille en points, on va pas se mentir. C'est un peu trop cher pour ce que ça fait, mais ça, vous allez le voir, ça va être le dénominateur commun de toute cette liste. Et donc, cette escouade, naturellement, elle est à pied et on va vouloir l'embarquer. Et quel meilleur choix quand on joue Salamanders qu'un bon vieux Land Raider Redeemer. Donc le Land Raider avec des lance-flammes lourds qui est absolument redoutable. Et Game Workshop l'a bien noté parce que désormais, il l'a fait passer à un coût en points tout à fait déraisonnable de 285 points. On est quasiment sur du tarif Primark. On sait que durant une partie, ça dépend ce qu'il y a en face de vous, mais un Land Raider, ça peut très vite sauter. Mais néanmoins, ce Land Raider Redeemer, il est quand même terrible avec sa paire de Flamestorm Cannon. Donc là, on parle d'une capacité de lance-flamme qui nous fait 2d6 plus 6 touches automatiques de dégâts 2 qui ignore les couverts. C'est tout simplement une méga star du tir en état d'alerte. Et à vrai dire, c'est une méga star tout court avec ces lance-flammes lourds qui sont vraiment l'option d'armement la plus puissante dont dispose le châssis Land Raider. À côté de ça, le reste peut paraître accessoire, mais bon, vous avez néanmoins un petit multi-fufu, des Stormbolters, un double canon d'assaut jumelé. Bref, on parle quand même d'un châssis qui, en termes de tir anti-infanterie et même anti-infanterie lourde, déconne 0. Et ce petit Land Raider Redeemer, sa petite règle, c'est que vous allez pouvoir charger après avoir débarqué. Donc ça, pour une unité de Blade Guards avec un capitaine qui réduit les OC et qui tatane sévère au corps à corps, c'est naturellement très précieux. On projette son Land Raider, on débarque nos troupes, ces troupes vont charger. Voilà, c'est tout simplement une allonge de zinzin pour projeter vos Blade Guards et votre capitaine en avant. Donc là, tout cumulé, on est vraiment sur plus de 600 points, c'est absolument n'importe quoi. Néanmoins, c'est votre capitaine, il faut le chouchouter. Donc une escouade surpuissante dans un transport surpuissant, ça me paraît être le minimum syndical. Donc on a une grosse enclume, une enclume vraiment mais incroyable. Je vous propose 2 autres enclumes. Donc là, on va se rapprocher de quelque chose que j'avais déjà fait dans la liste Imperial Fist, dans l'émission C'est notre projet Imperial Fist. On va se faire 2 autres enclumes de fou furieux. Donc la première, une escouade d'agresseurs avec des flamers, évidemment. À aucun moment, on a envie de jouer des bolters. Lorsqu'on joue Salamanders, on va avoir envie de jouer des lance-flammes. Donc une grosse escouade de 6 agresseurs avec des lance-flammes menée, elle aussi, par un capitaine en armure Gravis avec 2 gros gantelets énergétiques. Donc là, on parle encore une fois d'une unité avec un punch terrible. Les agresseurs sont très forts. Lorsqu'ils vous rentrent dedans au corps à corps, ça déconne 0. Si vous êtes en plus en mode serment de l'instant, ça va chier. Le capitaine, lui tout seul, il est déjà assez terrible. Donc là, stratégiquement parlant, adjoindre un capitaine à cette unité va pouvoir lui permettre de disposer d'un stratagème à coût réduit. Donc que ce soit un stratagème à 1 ou 2 PC, on réduit de 1 le coût de ce strat. Donc là, stratégiquement, ça va vous offrir pas mal d'options assez terribles, comme nous le verrons plus tard. Donc ce capitaine, en Gravis Armor, il a la petite particularité de diviser les dommages reçus par 2, à l'image d'un Ctan. Donc on parle véritablement d'un gros ton, hein. Il a 6 points de vie, endurance 6, il a une invue, naturellement, comme tous les capitaines. Et diviser les dégâts par 2,
Ça peut vouloir dire que votre adversaire, même s'il fume votre unité complète d'agresseurs, ce qui est déjà pas une mince affaire, le capitaine survivant, il va pouvoir très bien devenir une véritable épine dans le pied pour votre adversaire. Donc unité très puissante, une vraie tempête de lance-flammes à courte portée et au corps à corps, ça va meuler tout autant. Donc cette escouade d'agresseurs menée par un capitaine, qu'est-ce qu'on va faire? Elle aussi, il faut l'embarquer. Bah voilà, le choix le plus déraisonnable du monde, on va lui mettre un deuxième Land Raider Redeemer. Je vous avais dit, hein, cette liste, elle envoie la grosse purée. Elle envoie la grosse purée. Elle va faire peur, cette liste, mais vous allez le voir, néanmoins, elle a trop de défauts pour être viable. Par contre, elle est stylée de ouf. Donc là, on commence quand même l'armée avec 2 Land Raider Redeemer, chacun embarquant une escouade de fous furieux. Donc ça nous fait 2 enclumes. La troisième, ça va être quoi? Eh bien, cette fois, ça va être une escouade de 6 Eradicators. Alors là, bon, voilà, hein, on reste dans le thème Salamanders. Hein, on a des flammes. Maintenant, il nous faut de la fusion. Cette escouade d'Eradicators, elle est absolument abjecte. Elle est abjecte à courte portée. Pour rappel, la règle native des Eradicators, c'est que dès lors que vous cibliez un monstre ou un véhicule, eh bien, vous rerollez tout. Vous rerollez les hits, ce qui en fait une unité serment de l'instant indépendante. Vous rerollez les blesses et les dégâts. Bon, là, si vous voulez, ok, les Melta Rifles ne sont plus l'arme anti-char que l'on a toujours connue, car elles cognent à force 9. Donc, force 9, on va voir que c'est améliorable. PA-4, dégâts D6 et à portée de fusion, donc 9 pouces, dégâts D6 plus 2. Bon, quand vous rerollez tout et que vous avez donc 4 tirs de fuseurs normaux et 4 tirs de multifuseurs, vraiment, c'est l'enfer, hein. C'est l'enfer, ce truc. C'est une escouade d'Eradicators, une escouade de 6 Eradicators. Ça envoie une purée terrible. À vrai dire, cette escouade, dès lors que vous affrontiez des véhicules légers, admettons, votre escouade de 6 Eradicators est entourée par 2 petites tondeuses de Nurgle, vous pouvez même vous permettre de splitter les tirs tellement le truc fait des ravages. Là, à moins que l'adversaire ne fasse des invulnérables miraculeuses, sa mort est certaine. Quand vous rerollez les dégâts, en plus, reroller les dégâts, c'est vraiment une mécanique extrêmement puissante. Admettons, voilà, vous savez que le rhino d'en face, il ne lui reste que 7 PV. Vous pouvez très bien en fait reroller les dégâts de manière à les atteindre le plus facilement du monde. Donc, troisième enclume, une escouade de 6 Eradicators. Et ben allez, on va la mener, elle, également, par un capitaine en armure Gravis. Donc le capitaine en armure Gravis, il existe sous 2 formes. Il y a une forme de tir et une forme de corps à corps. Et bien ici, pour varier les plaisirs, prenons la variante équipée d'une épée énergétique et d'un bolter de maître. Alors, il est beaucoup moins impactant que celui avec ses 2 grosses tatanes, avec ses 2 gros gantelets, mais néanmoins, on parle également figurine et on a envie d'aligner des modèles différents. Donc, troisième capitaine de la liste. Je vous ai dit, hein, c'est n'importe quoi. On a Adrax et 2 capitaines. Et donc là, ça va être une des richesses de cette liste, c'est que vous allez pouvoir choisir les compagnies de votre choix qui accompagneront la troisième et sa garde d'honneur. Et donc, encore une fois, on parle de mecs à pied. Et un troisième Land Raider? Non, je déconne. Alors, cette fois, on va prendre quelque chose qui, stratégiquement, sera plus intéressant. C'est tout simplement le Répulsor. Un Répulsor tout bête, donc pas la variante Executioner, tout simplement parce qu'il faut de la place pour embarquer 6 Gravis plus un capitaine. Donc là, on va choisir le Répulsor standard qui a la place pour accueillir ce petit monde-là. Ici, en variante d'armement, j'ai envie de dire, faites ce que vous voulez. Il y a quand même moyen d'avoir un répulsor avec 2 canons laser, c'est quand même assez précieux, ou vous pouvez choisir également de l'anti-infanterie. Mais de l'anti-infanterie, cette liste va en disposer déjà de pas mal. Donc à mon sens, la petite variante avec des canons laser va vous apporter plus de punch pour faire face à des châssis plus lourds. Donc là,
ce répulsor, il est tout à fait indiqué pour les Eradicators parce que sa petite règle, c'est Emergency Combat Embarkation. C'est-à-dire que à votre phase de tir, vous faites débarquer vos Eradicators, vous ciblez ce que vous voulez à courte portée et vous allez le dérouiller. Et si plus tard dans la partie, vous vous faites charger par quelque chose, eh bien, vous pouvez faire une petite réembarcation gratuitement, vous empêchant d'être la cible d'une charge. Donc le mec va se retrouver à devoir taper votre répulsor qui a une endu de 12. Donc bon courage, bonne chance. Donc cette règle-là, elle est quand même très très précieuse pour une unité de tir embarquée. On y est. On a nos 3 enclumes. L'ensemble coûte une fortune en points. Et à vrai dire, il y a bien peu de choses à ajouter à cela. Il y a à ajouter, qu'est-ce qu'on va ajouter encore dans une liste Salamanders? On va rajouter des lance-flammes. Et encore une fois, on va les embarquer. Donc ici, je vous propose 2 escouades Infernus, donc 2 escouades de 5 hommes, donc des Primaris avec lance-flammes, qui seront embarqués chacun dans un impulsor. Et au terme de ça, nous sommes à 2000 points. Les 3 enclumes vues précédemment, ça coûte une couille. On a juste la place pour rajouter ça. 2 escouades d'Infernus embarquées dans des impulsors. Les Infernus, parlons-en un petit peu. Donc là, idem, on parle d'une unité qui n'est jamais jouée. Mais à mon sens, dans ce détachement, et surtout en Salamanders, on en veut. On parle de lance-flammes un petit peu améliorées. Ce sont des lance-flammes Force 5, PA0, Ignore Cover, Torrent, voilà, grand classique. Et le fait de les embarquer dans un impulsor, leur permet de tirer tout en restant embarqués. Cependant, et là, c'est assez dommageable. À vrai dire, quand j'ai construit cette liste, cette règle n'y figurait pas encore. Game Workshop nous a indiqué assez récemment qu'il nous était désormais impossible de faire des tirs en état d'alerte lorsque l'on est embarqué. Alors ça fait chier. Ça fait chier parce que ça vient casser un peu la stratégie que j'avais pensée autour de cette liste. Et c'est quelque chose que je joue notamment que je jouais du coup en Blood Angel. J'ai une petite escouade d'Infernus embarquée dans un impulsor et c'était assez confort, par exemple, de planquer cet impulsor embarqué derrière une ruine et dès qu'un ennemi se pointait devant moi, boum, petit état d'alerte, attaque, lance-flamme, touche auto, c'était mignon comme tout. Ça, désormais, ça nous est interdit. Alors, je ne sais pas pour quelle raison ils ont modifié cette règle. Ça voulait tout simplement dire qu'il y avait un abus lié à ça, mais honnêtement, cet abus, je ne sais pas d'où il venait. Peut-être des Drukhari, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, tirer, embarquer en état d'alerte, ce n'est plus possible. Donc, ces Infernus, il va falloir les jouer un petit peu différemment. Ça reste néanmoins des unités très cool, parce que dès lors que vous tirez sur quelque chose, vous allez entraîner un test de Battle Shock, donc c'est quand même assez précieux. Par exemple, si on veut retirer un stratagème défensif à une unité qu'ensuite nous allons charger avec les Aggressors ou les Blade Guards, voilà, vous allez pouvoir le priver de Armor of Contempt ou de tout autre stratagème défensif. Donc quand même assez précieux. Et le simple fait d'avoir du lance-flamme mobile et blindé, ça reste quand même tout à fait confort en termes de jeu. Et notamment, on ajoute à ça que les Impulsors, leur petite règle maison, elle consiste tout simplement à pouvoir débarquer et tirer après que le véhicule ait fait une advance. On ne peut pas charger évidemment, on ne peut pas tout avoir, mais ça en fait quand même une unité très mobile, dont la courte portée des lance-flammes, finalement, on y pallie assez radicalement. On arrive à se rapprocher quand même très vite de l'adversaire. Donc en avoir 2, c'est tout à fait sympa. Alors cette liste, maintenant que vous l'avez un peu en totalité, en fait c'est une liste qui, sur la table, on va juste avoir 5 véhicules. Donc 5 poses. Ça, d'office, c'est un gros point faible. Clairement, c'est un gros point faible. Vous n'avez que 5 pauses. L'ennemi va pouvoir faire un déploiement réactif par rapport à ce que vous mettez en face de lui. Donc, gros défaut de cette liste. Autre gros défaut, c'est qu'il n'y a personne. Tout coûte cher en points, mais bon, néanmoins, ici, le but est de se faire plaisir. Donc, 2 Land Raiders Redeemer, 3 capitaines, 3 grosses escouades façon enclume.
Tout ça coûte cher en points. Et donc, un autre gros défaut, quoi. Ça coûte cher en points. Clairement, là, le tarif du Land Raider Redeemer, il est vraiment excessif. Les Blade Guards, ça coûte très cher en points également. Bref, néanmoins, tout ça a un punch de folie. Là, on parle véritablement d'une armée d'attrition, hein. On parle d'une armée, mais qui va être dévastatrice à courte portée et qui va être également dévastatrice au corps à corps. En termes de gameplay, là, vous vous dites, ok, mais comment je fais des objectifs secondaires avec ça? Eh bien oui, c'est un autre gros défaut. C'est une liste qui va être absolument nulle pour faire des secondaires. Néanmoins, eh bien, vos blindés, dès lors qu'ils auront servi, je pense notamment aux impulsors, dès lors que vos impulsors auront débarqué vos troupes à bon port, ces impulsors peuvent très bien servir à faire des quarts de table, des actions, etc. On parle quand même d'un châssis qui a quand même une bonne patate de tir, hein. Un impulsor, c'est simple, vous avez deux options. Vous pouvez en faire une bonne patate de tir anti-infanterie en lui mettant une petite tourelle de mitrailleuse, ou en faire quelque chose de plus safe en lui mettant un petit shield dôme qui va lui donner une invue à 5. Moi, à chaque fois, je joue deux impulsors, j'en mets un de chaque, voilà, tout simplement pour varier les plaisirs. Mais en tout cas, ces véhicules, dès lors qu'ils auront accompli leur office, ils vont pouvoir être quand même utilisés à faire du secondaire. Mais néanmoins, vous avez l'œil, c'est un autre gros défaut de l'armée. C'est le manque de secondaire. Bon, eh bien, cette liste, vous l'avez. Franchement, c'est une liste surstylée, hein. Là, c'est simple, il n'y a que des lance-flammes et que de la fusion et quelques patates de corps à corps. Un autre truc à noter par rapport à cette liste, c'est qu'elle est complètement serment de l'instant indépendante. Que ce soit tous vos lance-flammes qui touchent automatiquement ou vos éradicators qui nativement ont une reroll des hits, il y a beaucoup d'unités dans cette liste qui se passent entièrement de serment de l'instant. Les Land Raiders, idem. Les Land Raiders, ça touche auto, vous n'avez pas besoin de serment de l'instant. En gros, votre serment de l'instant, il va servir à deux choses. Soit à augmenter votre létalité de Blade Guard, donc avec une reroll des hits, et je rappelle qu'ils ont nativement la reroll des bless grâce à Adrax, ou alors une reroll des hits au corps à corps, cette fois pour vos agressors. En gros, ce sera ces deux options-là et pas une de plus, parce que le reste n'a pas besoin de serment de l'instant. Donc ça, c'est une stratégie quand même potentiellement intéressante. Vous avez à chaque tour faire le choix entre deux unités toutes bêtes. Donc là, on va pas se prendre la tête très longtemps, on va simplement agir sous l'influence de l'urgence du moment pour en faire eh bien l'urgence de l'instant quelque part, le serment de l'urgence de l'instant. Voilà. Bon, la liste, vous l'avez. Elle est cool comme tout. C'est une petite liste en termes d'achat, j'ai envie de dire. On est dans la portion basse, hein, côté Space Marine. C'est une liste qui peut être potentiellement rapide à monter. Néanmoins, 5 véhicules, on va pas se mentir, c'est quand même un budget. Idem pour les troupes Gravis, hein, qui ne sont pas données. Les Infernus, là, c'est quasiment gratuit, hein. Vous les avez dans la boîte Léviathan. En tout cas, c'est une liste qui, sur table, aura une allure de malade, hein. Ok, il n'y a que 5 pauses, mais putain, paye ton enclume en face de toi. Voilà, c'est de toute beauté, tout simplement. C'est de toute beauté. Voyons maintenant comment va s'incarner cette liste. Eh bien, elle va s'incarner sous la forme du détachement Firestorm Assault Force. Donc, le détachement affilié, même s'il ne dit pas son nom, aux Salamanders, et un détachement eh bien, que moi, j'adore. Il est vraiment excellent. À vrai dire, quand le codex Space Marine est sorti, ça a été un peu le détachement qui a fait peur à tout le monde. Tout le monde s'est dit, mon Dieu, ce truc, c'est l'enfer. Donc, c'est l'enfer, c'est clair. À courte portée, c'est waouh. Par contre, il y a un prix à payer, et d'autant plus lorsqu'on fait, comme ici c'est le cas présent, une liste terriblement restrictive. Donc, la petite règle Firestorm Assault Force, c'est quoi? C'est que dès lors que vous tirez sur quelqu'un à moins de 12 pouces, donc à courte portée, vous allez ajouter 1 à la force de votre arme de tir. Donc là, les paliers sont tout à fait intéressants. Les Infernus passent à force 6, les Aggressors passent à force 5 et les Eradicators passent à force 10. Force 10, c'est un cap
important pour les véhicules. Il y a beaucoup de véhicules à endurance 10. Donc ça ne vous permettra pas de mieux cibler le gros du gros, donc tout ce qu'il y a en du 12 ou 13. Mais bon, néanmoins, on n'oublie pas que la règle native, c'est de reroll les blesses, les touches, les dégâts avec les éradicators. Bon, même en blessant à 5, ça va quand même piquer très fort. Donc ce plus un force à courte portée, il est quand même assez terrifiant. Accessoirement, il va améliorer vos petites armes de saturation. Il va également améliorer vos canons laser. Vos canons laser vont passer à force 13. Ça, ponctuellement, ça peut être très précieux, hein. C'est que vous allez blesser sur du 3 un Land Raider du chaos, par exemple. Vos petits bolters là qui traînent, les petits pistolets bolters des Blade Guard, etc. Force 5 quand même. Toutes vos batteries d'armes anti-infanterie sur les impulsors, idem, tout passe à force 5. Bref, ça déconne pas. Dès lors que vous vous approchez, ça va quand même solidement piquer. En plus de ça, dans ce détachement, toutes vos armes ont le mot-clé assaut. Donc ça, c'est assez énorme. Il y a pas mal de doublons, hein. Par exemple, les Eradicators vont avoir à la fois le mot-clé Eevee et le mot-clé assaut. Donc, admettons, vous avez débarqué de votre transport, au tour suivant, vous ne bougez pas, vous vous mettez à toucher à 2 avec vos fuseurs, hein. Ça, c'est quand même assez terrible. Bref, le mot-clé assaut sur toute l'armée, sur toutes ses armes de tir, ça également, en termes de stratégie, c'est très précieux. Pour la capture des objectifs, pour faire des actions, il y a tout simplement l'embarras du choix stratégique. Donc, on retrouve cette mécanique à peu près dans tous les codex. Tous les codex ont leur petit détachement, on va dire, accès tir, hein, que ce soit voilà, le suaire d'argent ou même du côté des taux, on a ça. Du côté du Mechanicus, on l'a partout. À chaque fois, le point fort de ces détachements, c'est qu'ils sont extrêmement balèzes. Ils sont très flexibles stratégiquement. Bref, en tout cas, des règles de détachement quand même qui font plaisir, hein, ça rigole pas, dès lors qu'on soit à courte portée. Néanmoins, eh bien, sur une table, tout ça ne va débuter qu'à partir du tour 2. Vous aurez rarement l'occasion de faire ça au T1, à moins que l'ennemi ait pris la peine de s'infiltrer. Ok, bah, ton infiltration, mon gars, elle va finir en gros barbecue. Bref, c'était la règle de détachement. Passons maintenant du côté des petites améliorations. On retrouve un petit champion de l'humanité, truc tout à fait historique, hein, dans les codex Space Marine. Ça va vous permettre tout simplement d'ignorer tous les malus. Sur une de nos deux unités, par exemple, hein, le capitaine avec Eradicators ou avec Aggressors, vous allez donner à cette unité la capacité d'ignorer tous les malus. À vrai dire, ça peut être pas mal sur les Blade Guard, pourquoi pas. Sur les agresseurs, c'est beaucoup plus discutable. Bon, la solution pourrait être, ok, je tape à dégâts 2. C'est clair que si en face de moi, il y a un gars qui réduit les dégâts de 1, ma létalité va en prendre un sacré coup. Ensuite, deuxième amélioration, War Tempered Artifice. Ça, c'est très sympa. Ça va ajouter 3 à la caractéristique de force de vos armes. Donc là, on pense évidemment au capitaine qui mène des agresseurs. On va faire passer ces coups de tatane à force 11. Force 11, bon là, voilà, vous blessez du gros Terminator Death Route sur du 2 ou du Custodes même, ça fait complètement plaisir. Force 11, ok, pourquoi pas. Ça coûte quand même 25 points, je trouve ça très cher quand même pour juste un ajout de force. Ensuite, Forged in Battle, comme son nom l'indique. Règle assez... Celui-là est pas ouf. Pendant que votre leader mène une unité, une fois par tour, après avoir fait un jet de hit ou de save, vous allez pouvoir changer le résultat de ce dé en 6. Pourquoi pas? Par exemple, sur un capitaine qui réduit les dégâts reçus par 2, ça peut être sympa pour le faire survivre encore un peu plus, de venir pallier une petite save ratée. Pourquoi pas? C'est assez anecdotique. Ensuite, Adamantine Mantle. Donc là, évidemment, votre figurine avec une grande cape de mandragore. Et là, c'est tout simple, c'est une réduction des dégâts de 1. Donc sur ce personnage, hein, malheureusement pas sur l'unité qu'il mène, vous allez pouvoir soustraire 1 aux dommages reçus. Et à vrai dire, quand on a déjà des capitaines Gravis qui divisent les dégâts reçus par 2, le truc a finalement
assez peu d'importance. Donc les améliorations, si on fait le bilan, elles sont pas folles non plus. C'est pas du game breaker, ça reste du sympa, ça reste du lore, hein, les petits textes de lore sont plutôt convaincants. Bref, en tout cas, ça casse pas des briques. On va trouver nettement mieux du côté des stratagèmes. En tout cas, côté amélioration, moi je me suis contenté de mettre le petit ajout de force 3 à mon capitaine avec ses 2 énormes gantelets énergétiques. Avoir un capitaine qui meule à force 11, c'est quand même tout à fait sympa. Du côté des stratagèmes, l'Armor of Contempt, on va pas revenir dessus, c'est bien connu. Néanmoins, celui-là, il est quand même très précieux sur des gravis, hein, parce qu'on rappelle, les gravis n'ont qu'une sauvegarde de 3. Ils ont une endurance de 6, certes, les rendant assez costauds, mais la sauvegarde de 3, vous allez souvent la voir réduite à 5. Donc un petit Armor of Contempt qui peut vous être gratuit via un capitaine, on est naturellement toujours content de l'avoir. Ensuite commence la valse des autres stratagèmes et franchement, dans ce détachement, ils sont tous excellentissimes. On commence par Crucible of Battle. C'est un battle tactique, donc qui peut être gratuit via un capitaine, et ça peut se faire soit à la phase de tir, soit à la phase de charge. Si vous êtes proche de 6 pouces de votre cible, donc au corps à corps, naturellement, on sait que ça va marcher, mais en tout cas, ça va vous donner un plus 1 bless. Un plus 1 bless au corps à corps avec les agressors ou à très courte portée avec, par exemple, les Eradicators. Là, si vous voulez, les quelques petits défauts de la liste, comme la force 9 des fusils fuseurs des Eradicators, là, elle se fait pulvériser. On pulvérise les défauts, vos fuseurs passent à force 10, et en plus de ça, vous avez un plus 1 bless. Et en plus de ça, les Eradicators, ils reroll tout. C'est tout à fait dévastateur. Un plus 1 bless, qu'il soit au tir à courte portée, alors qu'on a déjà eu un plus 1 force, ou au corps à corps avec des Blade Guards ou des agressors, c'est terrible. Là, c'est vraiment terrible. Vos Blade Guards, avec leur force 5, deviennent très très balèzes, et vos agressors, là, qui tatanent à force 8 au corps à corps avec un plus 1 bless, ils vont pouvoir dérouiller n'importe quoi. Donc Crucible of Battle, je pense franchement que c'est le stratagème que vous utiliserez à chaque tour, excepté le premier. Ensuite, Rapid Embarkation. Ça se fait à la fin de la phase de combat et ça vous permet de réembarquer une unité sur le champ de bataille dans un transport qui est à moins de 6 pouces de lui. Vous pouvez pas utiliser ça sur une unité qui est au corps à corps, mais imaginons, ok, c'est votre tour, vous débarquez vos Eradicators de votre répulsor, vous tirez, à la phase de combat, vous les remettez tranquillement à l'abri pour vous éviter les foudres de la phase de tir du tour adverse. Donc, c'est très, très, très précieux. Encore une fois, ce sera gratuit avec un capitaine. Cette petite réembarcation bonus, elle est excellente. Et stratégiquement, vous pouvez penser à plein, plein, plein d'autres choses. Admettons, vous avez en face de vous une énorme unité adverse que vous pensez dérouiller au corps à corps. Vous y amenez vos agressors, par exemple, sous serment de l'instant. Les mecs, ils dérouillent absolument tout. C'est la fin de la phase de combat. Vous avez pris soin de mettre un transport juste derrière cette unité qui aurait chargé, par exemple, pour réembarquer gratuitement dedans une fois que vous avez lavé l'unité adverse en face de vous. Donc là, c'est quelque chose qui stratégiquement fait appel quand même à une certaine science en termes de placement. Par exemple, on pourrait imaginer que durant la phase de charge, vous faisiez charger votre Land Rider, pourquoi pas avec un petit stratagème tank choc. Vous faites charger en même temps vos agressors. Ces unités sont à moins de 6 pouces l'une de l'autre. C'est banco. C'est banco à la fin de votre phase de corps à corps. Néanmoins, si vous avez pulvérisé l'unité ennemie, car vous ne pouvez pas réembarquer si vous êtes engagé, vous réembarquez tranquillement dedans.
Donc là, ce strat, il est génial. Il est vraiment génial. Il sera utile sur tout. Il sera également utile sur vos Infernus qui pourront réembarquer après avoir tiré pour se remettre à l'abri. Néanmoins, je vois pas trop l'intérêt. Mais en tout cas, tout sera utilisable par ce strat. Pour mettre ces Eradicators à l'abri, c'est tout à fait terrible. Et on garde aussi à l'esprit que vous pouvez très bien payer un PC pour utiliser ce stratagème et vous allez pouvoir utiliser un capitaine pour l'utiliser une seconde fois. Heu, Ça, c'est extrêmement balèze, hein. Donc, on peut très bien, voir que le plus un blesse vu précédemment, on va pouvoir le faire 2 fois par tour et cette réembarcation, on va également pouvoir la faire 2 fois. C'est vraiment terrible, hein, ce strat, il est vraiment excellent, quoi. Ensuite, alors là, c'est la star, c'est un battle tactique, c'est Immolation Protocols de PC. Ça se passe pendant la phase de tir. Eh bien, cette phase de tir, vos armes de torrent, donc uniquement les lance-flammes, vous allez leur donner le Devastating Wounds. Le Devastating Wounds sur des lance-flammes, donc là c'est simple, ce stratagème ne sera utile qu'à votre unité d'agressors. Les lance-flammes des agressors ont le mot-clé jumelé. Donc nativement, ces mecs, ils rerollent les blesses. Ils sont passés à force 5 à courte portée. Ils ont PA-1. Ils ont reroll des blesses. Ils ont également Devastating Wounds. Donc là, dans le cas où vous attaquiez à plus fort que vous, donc je pense notamment à des châssis lourdement armurés, eh bien, le Devastating Wounds jumelé, bah ok, hein, vous allez chercher les 6. Vous jetez vos, vos 34 jets de blesse de lance-flamme, vous faites des 6, eh bien vous allez relancer tout ce qui n'est pas un 6 et vous allez en refaire. Franchement, j'ai pas fait la statistique, mais ce truc-là, ça te fait une bonne douche de mortel dans le groin. C'est assez terrifiant. Donc le Devastating Wounds sur des lance-flammes qui ne coûtera qu'un seul PC avec votre capitaine, c'est horrible. C'est tout simplement horrible. Et allez, on va en rajouter une couche avec le tir à courte portée, Onslaught of Fire. Je vous épargne le fluff, mais néanmoins il est très stylé. Et bien ça, lorsque vous venez de désembarquer d'un transport et que votre cible est à moins de 12, vous ajoutez un +1 hit. Donc ce stratagème, il est plus dispensable que les autres. Le +1 hit, on est dans une liste qui va beaucoup faire appel à du touche auto. Les Eradicators, nativement, ils ont une reroll hit. Donc là, vraiment, ce strat, il va ne servir qu'à une chose, c'est à rendre vos Eradicators complètement overkill. C'est-à-dire que vous allez toucher à 2 rerolls. Et pour les multifuseurs, néanmoins, toucher à 3 rerolls. Moi, je le vois bien quand même utiliser si on s'amuse à cibler du très gros. Si vous vous amusez à cibler de l'endu 12, par exemple, il faut mettre toutes les chances de son côté pour quand même être efficace. Parce que ça terminera quand même avec une blesse à 5 que vous pouvez améliorer avec un autre stratagème, bien entendu. Mais bien, ce +1 hit sur des Eradicators qui viennent de désembarquer, c'est pour être overkill. C'est pour être overkill et c'est pour se garantir un succès en cas de craquage possible, si vous voulez. Donc +1 hit, ok. On s'en servira moins que les autres, je pense, mais néanmoins, on prend quand même. Et dernier stratagème que je trouve génial également, ça se passe durant la phase de tir adverse. Admettons, un mec s'amuse à cibler votre transport, eh bien, ça va vous donner droit à débarquer de ce transport agressé pour répliquer immédiatement. Bon, là c'est chaud, hein. Admettons, vous avez 2 Dreadnoughts du chaos qui s'approchent de votre répulsor. Ils se mettent à vous tirer dessus, ça vous plaît pas trop, votre répulsor est un peu abîmé. Voilà, petit stratagème Burning Vengeance, vous faites débarquer et tirer vos Eradicators dans la foulée. Vous splittez vos tirs, allez, avec un peu de bol, les 2 Dreadnoughts du chaos sont détruits. Donc on a vu qu'il y avait un réembarquement d'urgence qui là stratégiquement est génial. Eh bien vous avez également un désembarquement d'urgence pour une réplique de tir immédiate.
C'est génial. C'est génial et là aussi, stratégiquement, ça peut être un véritable levier de négociation envers votre adversaire. Parce que quand vous désembarquez d'un véhicule, vous pouvez très bien, donc à moins de 3 pouces, vous, si votre véhicule est par exemple à côté d'une ruine, vous pouvez très bien désembarquer de l'autre côté de cette ruine, bloquant la vue à une majorité de l'armée ennemie. Donc vous êtes plus ou moins à l'abri. Donc c'est fini pour les stratagèmes et vous voyez qu'en fait cette armée, donc elle est naturellement articulée autour du tir à courte portée, mais elle est également articulée autour finalement du tandem transport et troupes embarquées. On a des mécaniques nombreuses, des petits éléments de gameplay nombreux pour désembarquer, réembarquer, agir quelque part de concert avec ces transports pour fiabiliser leur position pour pouvoir réembarquer ou désembarquer plus facilement. Tout ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne quelque chose de très, très fun à jouer. Donc j'ai déjà essayé des listes, assez similaires parce que j'ai assez de figurines en Blood Angel pour jouer un peu à d'autres détachements. J'ai essayé 2 fois ce détachement Firestorm avec mes Blood Angel, bien que je ne sois pas équipé de manière optimale, hein. Je manque un peu de Flamer, je manque un peu, de fusion, mais néanmoins, quand j'ai joué mes 6 Eradicators embarqués dans un répulsor avec un capitaine, je me suis amusé un peu comme un fou, hein. C'est-à-dire à réembarquer gratuitement à la fin de la phase de combat, à désembarquer en réaction à un tir. Tout ceci est assez fabuleux à jouer. Et donc cette liste, malgré son apparente simplicité, en termes de gameplay, donc on a une partie du gameplay vraiment qui est orientée vers l'agression, hein, l'agression à courte portée. Vous l'avez vu, on a toutes les cartes en main pour délivrer des salves de tir à courte portée qui sont tout à fait dissuasives. Mais une autre partie du gameplay se trouve vraiment dans le placement. Le placement de vos transports, de vos troupes, où est-ce qu'elles vont désembarquer, où est-ce qu'elles vont réembarquer. À vrai dire, en fait, il y a une vraie gamberge à faire autour de ça. Le petit point faible du détachement, c'est à mon sens les améliorations qui ne cassent pas des briques. Mais à vrai dire, les stratagèmes sont tellement excellents que ça fait quand même bien pencher la balance du côté fun. Voilà, mais écoutez, je pense avoir tout dit pour cette liste Salamanders, une liste véritablement coup de poing. Et pourquoi pas, donc si vous avez envie de la jouer, on a vu, on a listé les gros défauts de cette liste. Elle va avoir néanmoins du mal, hein, à remporter des match play. Ça va être très très solide du côté de l'attrition, mais néanmoins, elle va avoir du mal à faire de la mission. Donc si on veut éventuellement faire évoluer cette liste, on pourrait très bien lui imaginer quelques petites unités satellites. Donc pourquoi pas l'adjonction de quelques troupes Phobos, un peu d'infiltration dans cette liste, ça peut être très cool. Mais si on veut la continuer, disons, en mode enclume assumé cette armée, il y a pas mal de choix supplémentaires pour vous faire une armée Salamanders de 3000 points, hein. Naturellement, moi je pense au Terminator d'assaut. Là, imaginez-les avec des boucliers Salamanders énormes, des marteaux d'artisans. Donc là, va falloir un peu kit bâcher, hein, parce qu'à l'heure actuelle, les Terminators d'assaut n'ont pas encore connu leur refonte. Néanmoins, vous prenez le kit standard, vous chopez des marteaux et des boucliers en bits 3D. Voilà, là, on a une unité de Terminator d'assaut Salamanders qui peut être absolument ultime, menée pourquoi pas par un chapelain, là, pour lequel cette fois on a une vraie figurine. Bref, en termes iconiques, une grosse escouade de Terminator, ça fera tout autant la classe que ce que je vous ai énoncé jusqu'à maintenant. Autre adjonction possible, toujours en mode enclume, je pense que tous les châssis Dreadnought seront de bonne aloi. Prenez des Redemptors, hein, prenez des Redemptors avec des Gatling, avec des lance-flammes. Pour les adjonctions à cette armée, prenez toujours le maximum de lance-flammes possible. Et à vrai dire, il y a une unité, moi, à laquelle je pense en termes de modélisme qui serait mais surstylée. Ce serait une escouade de Stenguard. Une escouade de Stenguard
que vous choisirez avec 2 gros lance-flammes lourds. Donc c'est le Bayer Blastern Heavy Cannon, il me semble, Heavy Flamer. Parce que dans le kit de Stengard, vous avez tout ce qu'il faut, par exemple, pour équiper votre escouade uniquement avec des Flamers. Donc on a une arme combinée Bolter Flamers, qui est de toute beauté, et également des lance-flammes lourds. Donc là, une unité de 10 avec 2 lance-flammes lourds et tous les autres équipés avec des combis lance-flammes. Putain, en Salamanders, cette unité-là, franchement, elle envoie du rêve. Ils ont beaucoup de tissu sur eux, donc vous pourrez en faire de la peau de dragon et vous pourriez la faire mener. Là, j'ai envie de dire, tous les choix sont bons en termes de QG. Pourquoi pas un petit Psyker qui leur mettrait une invulnérable à 4. Il disposerait également d'une règle de réembarcation d'urgence si vous mettez un répulsor avec elle. En bref, finalement, moi, cette liste, si j'avais envie de la continuer, je mettrais même pas. En fait, je me compromettrais même pas à mettre du Phobos, de l'Inceptors. Non, en fait, je continuerais véritablement de la faire en mode enclume. Donc, une grosse escouade de Terminator qui ferait un rapid ingress, hein, évidemment, c'est comme ça que ça se joue, avec des gros marteaux et une escouade de Stengard réembarquée dans un autre répulsor. Et pourquoi pas des Redemptor Dreadnought sur lesquels on mettrait des gros bras zéro, sur lesquels on mettrait un énorme crâne de salamandre tué au combat. Bref, c'est de toute beauté, hein, tout ça, c'est vraiment de toute beauté. Une armée Salamanders, franchement, visuellement, avec un vert hyper pétant, c'est tout simplement très beau. Et à vrai dire, j'aimerais en voir plus souvent. Je n'ai croisé qu'un seul adversaire Salamanders jusqu'à maintenant. J'aimerais qu'il y ait une espèce de recrutement chez les fils de Nocturne. Bon, je ne vais pas m'éterniser. Vous l'avez vu, le détachement est très bon. Les Salamanders, c'est surstylé. La liste, c'est une liste qui est à la fois pleine de compromis, mais qui est une véritable enclume d'attaque. Bref, il y a de quoi s'amuser durant des années avec une liste pareille. Et les gros défauts face au petit jeu du match play, eh bien, j'ai envie de dire, vous vous en foutez. Vous prendrez énormément de plaisir avec cette liste-là. Et l'ennemi, putain, il va pas faire le mariole à quelques reprises. Hein. Lorsque vous allez délivrer des grosses salves de tir à courte portée et que vous allez réembarquer gratuitement dans des châssis à endu 12, oh putain, faut l'encaisser ça. Hein. Bref, en tout cas, que du plaisir, je pense, pour cette petite liste Salamanders que je vous encourage à faire si vous n'avez pas trop d'idées en ce moment. Je vous fais des gros bisous. À plus tard sur Ruralammer. Retrouvez-moi sur les réseaux Brother Maxou Painting sur Instagram, le petit Discord. Tu veux un t-shirt, tu veux pas de t-shirt, bah t'en veux un, tu m'envoies un message si tu veux un t-shirt Ruralammer. Pour rappel, le Hammer Time, c'est le dernier week-end de septembre et j'y serai. Il y aura un stand Ruralammer avec une énorme table Blonde Angel. Il y a une buvette pas loin. Il y aura peut-être des t-shirts. Bref, voilà, il y a une actualité foisonnante. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard, mes très chers fils de Nocturne. À plus tard, les mecs, portez-vous bien.